Alors bonjour à toutes et à tous. David Simondet, je fais partie du bureau d'études ITA. Je vais intervenir aux côtés de Marion Cousin aujourd'hui autour d'une thématique qui va concerner les données locales, les indicateurs clés à l'échelle de mon territoire, bonnes pratiques et erreurs à éviter. L'objectif, c'est de vous partager un certain nombre d'expériences sur le sujet. En termes de déroulé de la présentation, on va faire une présentation rapide d'ITA, comme ça vous savez exactement à qui est-ce que vous avez affaire. Ensuite, on fera un petit brise-glace pour interagir autour de ce sujet. On vous propose, et ce sera le gros de la présentation du jour, du webinaire du jour, d'évoquer 5 études de cas à partir de notre expérience où on a tiré 5 grands enseignements. Et enfin, on conclura ce webinaire autour des différents sujets qu'on aura pu évoquer et on parlera très rapidement, parce que là c'est plus un contenu commercial, de la plateforme Profil Croisé qu'on propose à destination des collectivités. Sur la présentation du bureau d'études ITA, certains nous connaissent, d'autres peut-être pas. On a un bureau d'études qui travaille exclusivement auprès des collectivités et on a 2 grands domaines de spécialité. On fait d'une part des diagnostics de territoire dans le cadre d'analyse des besoins sociaux et de conventions territoriales globales. Et également, on a une approche plus quantitative avec un outil qu'on utilise depuis 2017 maintenant, qui est le profil croisé et qui permet de centraliser les différentes données qui peuvent exister à l'échelle d'un territoire dans un document unique. Et aujourd'hui, on est 16 au sein de notre bureau d'études qui est localisé en partie à Paris pour la majeure partie de l'équipe. Et on a également 4 personnes qui sont ailleurs en France. Pour ma part, je vous parle de Clermont et Marion vous parle de Boulogne-sur-Mer aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Marion qui échange avec vous de Boulogne-sur-Mer, effectivement. Alors, on va continuer du coup sur la suite et sur vraiment le cœur du sujet. Merci beaucoup pour vos présentations à tous. On a choisi 5 études de cas pour présenter les choses de manière voilà, très concrète. C'est des collectivités à chaque fois pour lesquelles on a travaillé dans le cadre de notre quotidien professionnel chez ITA. Donc, première étude de cas que je vais présenter donc pour le territoire, pour la ville de Calais. Donc, Calais dans le Pas-de-Calais, 75 000 habitants et deux gros quartiers prioritaires de la ville. L'objectif ici de la collectivité, c'était de préparer une réunion avec les partenaires de la politique de la ville pour défendre les périmètres des QPV, donc un objectif très précis. Dans ce cadre-là, du coup, sur les bonnes pratiques et les choses à retenir, déjà, il y a 2 échelles qui peuvent être pertinentes. Bien sûr, l'échelle quartier prioritaire de la ville, mais aussi une échelle plus fine, l'échelle du carreau, donc qui est un pavage de 200 mètres sur 200 mètres de côté. Donc, c'est aussi une échelle qui a été utilisée là pour préparer cette réunion. Et là, la bonne pratique qu'on pourrait donner, c'est vraiment de choisir et soigneusement et de croiser un nombre limité d'indicateurs. Donc là, c'est 5-6 indicateurs clés qui ont été choisis de manière à avoir vraiment un argumentaire qui soit soigné, d'être très clair dans cet argumentaire. Pour le coup, très concrètement, pour Calais, on a choisi le revenu annuel, hein, bien sûr, qui est une base quand on parle des quartiers prioritaires de la ville, qu'on a mis aussi en regard avec les bénéficiaires du RSA, donc du revenu de solidarité active, et leur évolution entre 2015 et 2021. Pour les quartiers prioritaires de la ville, comme on a des données qui sont parfois anciennes, c'est vraiment intéressant de mobiliser des données d'évolution dans le temps pour pouvoir les mettre en perspective dans le temps, bien que les dernières données ne soient pas récentes. Donc, revenu annuel de la population, bénéficiaire du RSA, puis un indicateur de typologie de ménage. Là, un des plus intéressants va être la part de familles monoparentales, puisqu'on sait qu'elles sont statistiquement plus fragiles socio-économiquement.
un indicateur de situation face à l'emploi, le taux de chômage, qui est une donnée INSEE socle, bien sûr, qui peut éventuellement être mise en balance avec l'évolution des demandeurs d'emploi en fin de mois de Pôle emploi, qui est une donnée qui est plus volatile puisque tous les chômeurs ne sont pas inscrits à Pôle emploi, mais qui a l'avantage d'être une donnée plus récente, là, du 2022 en l'occurrence. Et puis, dernier indicateur mobilisé, l'indicateur de scolarisation, avec la part des élèves en retard scolaire en sixième et en troisième. Ça, c'est l'indicateur qu'on a choisi, notamment aussi puisque là, il y a un des QPV à Calais qui est également un dispositif cité éducative. Donc, sur 5 indicateurs clés, puisqu'on sait qu'il y en a beaucoup, revenu annuel de population, revenu annuel de la population, bénéficiaire du RSA, part des familles monoparentales, taux de chômage et part des élèves en retard scolaire en sixième et en cinquième. Finalement, ça donne déjà beaucoup de contenu pour échanger autour du périmètre quartier prioritaire de la ville. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première étude de cas avant de passer à la suivante? Euh, oui, je ne sais pas si y a si c'est une question, mais en tout cas, dans ce type d'analyse, moi j'aime bien regarder le revenu disponible, distribué, pardon, le revenu distribué par les agents privés, parce que ça permet de qualifier la typologie d'emploi. Et généralement, sur les QPV, on a de l'emploi offert, c'est ce qui permet de compléter l'analyse avec le taux de chômage ou le taux d'emploi, qui sont des emplois faiblement qualifiés, et donc avec un revenu distribué pas énorme, quoi. Ok, intéressant. Revenu distribué. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou justement, effectivement, partage d'expérience? On continue sur la suite, David, deuxième étude de cas. Allez, on y va. Alors, on change complètement de contexte. On part sur une mission qu'on avait fait auprès du département de la Loire et de la Haute-Loire. C'était une mission pour alimenter les réflexions des élus sur une coopération interdépartementale. Alors, vous me direz, la donnée locale, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce contexte? Eh bien, elle avait une finalité complètement différente. C'est-à-dire que là, l'idée, il y a deux présidents de département qui étaient très motivés pour développer des axes de coopération. Et leur enjeu, c'était de favoriser l'adhésion de leurs différents conseillers départementaux à une démarche comme celle-là. Et pour ce faire, ils se sont dit, tiens, si on mobilisait des indicateurs, si on mobilisait des données pour construire un portrait croisé entre les deux départements pour pouvoir voir finalement quels sont les points de convergence, quelles sont les continuités qu'on peut retrouver entre les départements, quelles sont les différences entre ces deux départements. Là, la donnée locale était mobilisée du coup dans un cadre moins exploratoire comme on peut le faire dans un diagnostic de territoire classique, mais vraiment elle avait vocation à être au service de l'adhésion à une démarche de coopération entre les deux départements, tout simplement pour apprendre à se connaître et savoir ce qui se passe chez son voisin. Et du coup, il y a eu un vrai enjeu en termes de représentation des indicateurs, parce qu'il ne fallait pas en mobiliser 150, il ne fallait pas mobiliser des indicateurs trop complexes. Il fallait mobiliser des indicateurs simples à comprendre, très visuels, très lisibles. Et le format qui a été choisi dans cette démarche-là, qui était donc très politique, ça a été des cartographies, des cartes de synthèse entre les deux territoires autour de grandes thématiques, de grands axes de coopération. Et ça a vraiment très très bien marché, c'était intéressant et les élus ont pu se représenter à l'échelle de leur canton, parce que c'était les conseillers départementaux, comment ils se positionnaient finalement dans un contexte beaucoup plus global au travers de cette approche cartographique. Voilà, donc on a vraiment tiré cet enseignement que utiliser le bon format de données, en l'occurrence ici la cartographie, était quelque chose d'hyper important. Alors, tant qu'on est sur la question du format, on peut se demander, c'est quoi le bon format, le format de données? Eh bien, vous l'avez compris, il va différer en fonction des finalités qu'on peut avoir. Et classiquement, il n'y a pas 50 façons de représenter des données. On a des graphiques, on a des cartes, on a différents types de graphiques, etc. Si on s'arrête 2 secondes, pour les graphiques, on peut, si on veut représenter la donnée en valeur absolue, pour avoir des choses très parlantes sur un contexte donné, on peut avoir des camemberts ou des données brutes directement qu'on peut mettre en avant. Et par exemple, un camembert, c'est très pertinent de le mobiliser quand on veut représenter la répartition entre différents types de bénéficiaires d'un service,
la répartition d'une population par classe d'âge quand on s'intéresse vraiment au nombre de chaque tranche d'âge, etc., etc. Mais du coup, ça ne va pas l'être quand on veut mettre en perspective ces données avec une approche comparative. Et là, du coup, on va plutôt prendre des graphiques en barres, on appelle ça des histogrammes, pour pouvoir représenter des ratios et faire des comparaisons entre différents territoires notamment. La part des familles monoparentales, on peut le représenter avec ce type de graphique. Par exemple, là, le taux de chômage, le nombre d'entreprises pour 100 habitants ou que sais-je encore. Alors ça, c'est intéressant et c'est intéressant de mixer ces deux types de graphiques et c'est encore plus intéressant de pouvoir, et là on va revenir sur notre sujet, de pouvoir mobiliser la cartographie parce que la cartographie, ça donne à voir dans un contexte très localisé des tendances et ça permet d'avoir une vision locale et parlante qui va vraiment parler à chaque interlocuteur. Et l'enjeu, quand on veut mobiliser de la donnée, la question du format, elle est vraiment déterminante hein, parce qu'un rapport de diagnostic ou un rapport d'étude où il n'y a que des camemberts, c'est pas très intéressant et il manque finalement une brique dans l'analyse. C'est la même chose quand on n'a que des données qu'on met en comparaison et qu'on n'a pas de valeur absolue. Quand on est dans des petits territoires ou quand on est sur des données avec peu d'allocataires qui sont mentionnés, si on prend cet exemple-là, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Si on fait un ratio avec 3 personnes en tout en valeur absolue, qu'on considère, c'est pas quelque chose de très intéressant. Donc il faut vraiment bien sélectionner le bon format et bien mixer les formats pour pouvoir construire une analyse la plus pertinente qui soit et finalement nourrir un argumentaire qu'il est autant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou même par rapport à ce contexte loi-repart qui était vraiment très intéressant? Parfait. Et bien, on peut peut-être passer à la suivante et repartir dans le nord de la France. Tout à fait. Donc là, on part sur une étude convention territoriale globale et centre social à Calonne-Ricoire, qui est une petite commune de 5000 habitants dans le Pas-de-Calais, une ancienne cité minière avec des fragilités socio-économiques très fortes de la population. Et en lien avec ça, d'ailleurs, un réseau partenarial qui est très dense avec l'agglomération, avec l'État, avec la CAF, avec le tissu associatif globalement. Donc, ITA, dans ce cadre-là, avait été mobilisé pour accompagner sur la réalisation du diagnostic. L'objectif, c'était d'alimenter la convention territoriale globale, hein, donc avec une contractualisation avec la CAF, et de bien comprendre aussi le besoin des familles dans le cadre de la mise en place d'un centre social, ce qui faisait que la mission était d'autant plus partenariale avec notamment la CAF, et du coup avec un impératif d'association des habitants pour que du coup la démarche soit bien appropriée. Donc, du coup, on en a retenu quelques clés de réussite relatives à l'appropriation des données, à la fois par les élus et par les agents de la collectivité, par les partenaires, mais aussi par les habitants. Donc, déjà, dans le cadre d'une convention territoriale globale, c'était essentiel d'avoir un diagnostic large du territoire avec quelque chose de très fouillé par thématique. Donc, démographie, petite enfance, enfance-jeunesse, famille et parentalité, seniors, logement, précarité, situation face à l'emploi, santé, handicap et vie sociale locale, qui était là une thématique un peu spécifique sur la partie centre social. Donc sur ces thématiques, il y a un rapport, on connaît les rapports de diagnostic qui peuvent faire une centaine de pages. Donc là, on avait un rapport à près de 80 pages avec des données détaillées qui ont l'intérêt de répondre aux exigences de la CAF, en l'occurrence, sur une convention territoriale globale, mais aussi de permettre à chaque service de la ville concerné de pouvoir aller dans le détail. Mais en plus de ce diagnostic, c'était essentiel d'avoir une synthèse, 5-6 pages,
qui reprennent les grands enjeux qui en découlent pour la ville, avec 5-6 indicateurs clés, et qui permettent d'avoir les grandes conclusions en tête en un coup d'œil, ce qui permet vraiment une prise en main et une appropriation par les élus et par les agents, et notamment par ceux qui ne sont pas directement concernés par la démarche, qui est d'autant plus forte, qui permet une appropriation du diagnostic et une fédération autour de tout ça plus importante. Donc là, on parle encore du format, du diagnostic vraiment poussé, l'essentiel d'avoir une synthèse. L'idée aussi dans cette collectivité, c'était de partager ces données et de presque co-construire ces données avec les habitants et notamment avec les familles. Et là, c'est intéressant de voir que les données et les indicateurs qui peuvent paraître un peu bruts, un peu difficiles d'appréhension au début, peuvent être un outil de fédération avec la population pour la mise en place d'un centre social. Et là, c'était essentiel, du coup, dans les échanges avec les habitants, de bien choisir des données qui soient compréhensibles par tous et de les présenter lisiblement. Donc, par exemple, on n'a pas utilisé le rapport interdécile qui prend un peu de temps à expliquer, mais plutôt plus simplement le revenu moyen. On n'est pas revenu sur l'indice de jeunesse, pareil, qui peut être compliqué à expliquer, mais on a préféré le graphique de population par âge, voilà, préféré des indicateurs qui se comprennent à la première lecture sur un format qui soit attrayant. Et là, ce qui a été fait spécifiquement à Calonne-Ricoire, c'était une exposition au sein de la mairie, donc une exposition graphique, pendant plusieurs semaines, avec des chiffres clés expliqués, mis en regard avec aussi déjà des échanges qu'on a vus avec les habitants, et où chaque habitant pouvait apposer leurs commentaires, leurs questions. Et tout ça, ça a permis de donner du contenu pour élaborer ensuite le projet du centre social directement avec les habitants. Sur les formats habitants aussi, il y a parfois les formats vidéo qui peuvent être aussi intéressants. Donc, voilà, ce qu'on retient en tout cas sur cette étude de cas, c'est l'importance de la synthèse pour une appropriation par tous et l'importance de la pédagogie et d'avoir des données qui soient clairement compréhensibles, notamment pour les habitants sur des formats plutôt ludiques, là en l'occurrence le cas d'une exposition. Est-ce que vous avez d'autres partages d'expérience sur ce format et sur le partage des données aux habitants et au sein de la collectivité? On passe à la suite. David, je te laisse prendre le relais. Allez, c'est parti. On part cette fois-ci dans le sud de la France. On va dans la ville de Sète. Alors là, il y avait un sujet qui était intéressant. Ville de Sète, on réalise un profil croisé à l'échelle du territoire, de façon tout à fait classique. Donc, on mobilise un certain nombre d'indicateurs dans un document d'une centaine de pages qui se veut exhaustif. Et là, ce qui était intéressant dans ce contexte-là, c'est que la ville de Sète, elle a des dynamiques de territoire un petit peu particulières parce que c'est une ville littorale, parce que c'est une ville sous préfecture, etc. Et du coup, ce qui a été un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement, c'est que les territoires de comparaison à mobiliser n'étaient pas des territoires de comparaison classiques. Généralement, on peut prendre, quand on analyse une commune, on va la mettre en perspective avec son EPCI, son département, la région et la France métropolitaine. C'est ce qui se fait tout à fait classiquement. À 7, l'attente de la collectivité était différente parce qu'elle a souhaité qu'on mette en perspective la ville avec un panel de villes balnéaires. Et du coup, ça a permis de mobiliser d'autres indicateurs pertinents pour des territoires de comparaison qui le sont. Et ce qu'on a retenu de cette approche-là, c'est qu'il était important, quand on fait une étude de territoire, un diagnostic, de choisir des territoires de comparaison pertinents. Et donc, ça peut être vraiment des choses très diversifiées, hein. On compare des communes littorales avec d'autres communes littorales. On compare des communes de montagne avec d'autres communes de montagne. On peut, en fonction des découpages administratifs qui ne sont pas toujours pertinents, on travaille pour une interco dans le nord de la France, communauté de communes Ville-Sœur, qui est à cheval entre deux régions et entre deux départements, c'est-à-dire qu'il y a des communes des deux côtés
côté. Là, c'est pareil pour le choix des territoires de comparaison. Il est hyper important de prendre en compte la réalité du territoire pour pouvoir sortir des choses pertinentes. Enfin, petit point d'attention aussi, parce qu'on peut comparer tous les territoires entre eux si on le souhaite, mais c'est toujours intéressant de garder la France métropolitaine au moins, parce que ça donne des indications très générales. Et si l'étude elle est réalisée et qu'on a des acteurs institutionnels de type CAF, État, etc., qui en sont destinataires, c'est des choses qui vont parler. Donc c'est vraiment intéressant de garder, dans la mesure du possible, la France métropolitaine comme territoire de comparaison, au moins à côté d'autres, bien entendu. On peut repartir encore dans le nord de la France? Effectivement, on repart dans le Pas-de-Calais, donc Ternois-Com, qui est une communauté d'agglomération, communauté de communes rurales de 37 000 habitants, 103 communes situées dans le Pas-de-Calais. Là, on a été mobilisé à deux reprises par la collectivité. D'abord en 2018-2019 pour réaliser un diagnostic approfondi des besoins de la population, en l'occurrence plutôt besoins sociaux, dans le cadre d'une analyse de besoins sociaux. Et puis là, plus récemment, en 2023, dans le cadre des besoins de santé de la population, qui était une des fiches actions du contrat local de santé. D'abord, déjà, ça peut être intéressant de se dire que en 2018, on s'est plutôt centré sur les besoins sociaux de manière générale. Et là, la collectivité a estimé qu'elle avait un bon état des lieux de la population, mis à jour les données rapidement, et que ce qui était le plus intéressant, c'était de concentrer ses forces sur le fait de faire un zoom thématique ici, en l'occurrence, sur la thématique de la santé. Donc voilà, intéressant de se dire on fait une analyse générale de la population et ensuite, pourquoi pas, creuser par thématique une fois qu'on a eu assez d'informations. Et là, ce qu'on en a retenu, du coup, c'était que les données étaient utiles, mais que en l'occurrence, elle faisait pas tout, puisqu'on a vraiment fait le choix de coupler le quantitatif et le qualitatif. Du coup, avec un travail quantitatif, bien sûr, d'analyse de données réalisées, mais toujours mis en lumière avec le retour des acteurs dans le cadre là de séminaires partenariales, d'échanges avec les acteurs de la santé sur le territoire et avec la parole de la population via une enquête à la population et via des focus group, des rencontres avec les habitants. Donc, par exemple, dans les données dont on dispose, on a le pourcentage de population qui n'a pas été chez un dentiste dans les 2 dernières années. C'est un indicateur de non-recours aux soins qui est intéressant. Là, on est allé plus loin sur le pourquoi via l'enquête à la population et via des ateliers directement avec les habitants. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voir ce professionnel? Est-ce que c'est parce que les délais d'attente sont trop longs? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'avoir mal? Est-ce que vous avez peur que le montant de la consultation soit plus élevé que prévu? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de mutuelle, il y a une rupture de droit en termes de santé? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de moyen de transport? Est-ce que c'est parce que c'est difficile de prendre un rendez-vous? Donc voilà, vraiment de creuser d'autant plus l'état des lieux et donc les facteurs là en l'occurrence les facteurs de non-recours et du coup les leviers qu'on pourrait activer et donc ce qui se joue réellement pour la population derrière ces indicateurs. David, est-ce que Permettre tu de compléter, Marion, peux... sur cet aspect-là. Quand on dit que les données sont utiles mais ne font pas tout, c'est vraiment quelque chose
qui nous tient à cœur parce qu'on voit beaucoup de collectivités ou d'agents, notamment dans le cadre d'analyse des besoins sociaux, qui ont pu réaliser une démarche précédemment et qui ont énormément investi le volet quantitatif avec toute la complexité que ça implique, parce qu'il faut aller chercher les données, il faut les représenter, il faut être à l'aise avec Excel, etc., etc. Mais finalement, le fait de trop investir ce volet-là, ça se fait souvent au détriment de l'aspect plus qualitatif des travaux. Et en fait, les données, c'est bien d'en avoir quelques-unes. On disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas en avoir 150 indicateurs non plus. Ce qui est important, c'est de construire les indicateurs les plus parlants et d'aller chercher les clés d'analyse là où elles sont, par des échanges, par des entretiens, par de l'analyse documentaire, etc., etc. Mais éviter de se perdre dans les méandres de tous les indicateurs qui peuvent exister parce que le risque, c'est de sortir quelque chose qui sera trop technique et donc pas facilement appropriable par ceux qui seront destinataires des travaux qui pourront être réalisés. Et en plus, ça prend vraiment un temps considérable quand on n'a pas trop l'habitude. Ok. Est-ce que vous avez des questions aussi ou des retours d'expérience à partager sur ce sujet-là ou éventuellement une étude que vous auriez pu faire il y a récemment ou il y a quelques temps qui vous aurait pris beaucoup de temps pour un résultat un peu frustrant? Euh, oui, je veux bien un partage d'expérience générale. De toute façon, on n'a jamais la donnée au moment où il faut, suffisamment fraîche et suffisamment sur le territoire que l'on souhaite examiner. Donc, de toute façon, souvent on bricole. En fait, les périodes des données ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des données, je pense aux données mobilité, par exemple, s'il n'y a pas des enquêtes usagers ou domicile travail, en fait, on a des données qui sont très, très peu fiables et c'est des données qui sont coûteuses à réunir. Donc, moi, ma réponse à la question que vous venez de poser, c'est que généralement, de toute façon, l'analyse quanti, elle est très perfectible dans sa capacité à pas mobiliser la bonne donnée au moment où on en a besoin. Et c'est qui est toujours très curieuse, qui m'épate toujours, compte tenu maintenant, aujourd'hui, du nombre d'observatoires euh, territoriaux ou en lien avec les SCOT ou les plus qu'il y a sur les territoires ou des intercos. Mais malgré tout, malgré cela, à chaque fois qu'on veut investir en un sujet, on s'aperçoit qu'il nous manque toujours quelque chose qui nous permettrait d'avoir un regard un peu plus fin sur le sujet que l'on veut observer. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur les territoires ruraux et donc là, on a un problème de secret statistique qui fait que en territoire urbain, effectivement, on peut travailler à l'îlot ou de façon suffisamment fine. En revanche, en territoire rural, souvent, quand on a 4 habitants au kilomètre carré, ben, le secret statistique, il nous fait remonter au moins au canton, si ce n'est plus, quoi. Intéressant comme retour d'expérience sur la disponibilité des données. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui sont disponibles, mais les périodes ne sont pas toujours les mêmes et les niveaux de finesse sont parfois perfectibles. Mais nous, on mobilise des indicateurs depuis quelques années maintenant et c'est vraiment étonnant de voir le nombre de bases de données qui sont disponibles maintenant. Et c'est une dynamique qui est enclenchée et qui devrait continuer dans les années qui viennent. Je pense par exemple à la base données des valeurs foncières qui donne des indicateurs très précis sur les transactions immobilières. Il y a une base de données qui est sortie sur les copropriétés il y a pas très longtemps, la base Sirène il y a quelques années maintenant, mais qui aussi donne des choses très fine. Le problème, c'est que c'est des bases qui sont assez complexes à traiter quand on veut extraire les données à l'échelle d'un territoire donné, parce que c'est souvent consolidé au niveau national. Mais il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes qui sortent. Peut-être qu'un jour aussi, on aura des données sur les allocataires de la CPAM. Ça serait vraiment intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience pour pouvoir avoir une analyse sur les maladies, les pathologies, etc., qui peuvent exister, au-delà du secret statistique, bien entendu, hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, j'en profite même pour parler d'une association qui s'appelle l'association Ouvre-Boîte et qui milite du coup auprès des différents producteurs de données pour qu'ils publient leurs indicateurs pour alimenter notamment les diagnostics de territoire. On fait un petit résumé, sauf si vous aviez d'autres réactions, d'autres commentaires par rapport à ce qu'on a pu évoquer.
On peut rester slide d'avant et pour le moment, ouais. Et en résumé, du coup, s'il y avait cinq choses à retenir, cinq erreurs qu'on a pu dresser. La première, c'était je veux traiter et représenter trop de données. Ça, c'est un petit risque quand on fait un travail quantitatif. Et du coup, l'enjeu, c'est de bien choisir les indicateurs les plus pertinents pour défendre une idée. On n'a pas besoin d'en avoir 50, un ou deux, ça suffit. Et généralement, ouais, c'est vraiment bien suffisant. Ensuite, on peut ne pas mobiliser le format le plus pertinent. Ça, c'est une erreur qui est du coup à éviter. Et l'enjeu, c'est d'utiliser le bon format de données. On l'a vu tout à l'heure sur l'aspect cartographique pour l'exemple de la Loire et de la Haute-Loire. Mais finalement, à chaque mission, à chaque cas, on va avoir des besoins en termes de format de données qui vont être différents. Et puis, l'enjeu, c'est aussi de les mixer. Il faut éviter aussi d'être trop technique quand on mobilise de la donnée locale et c'est compliqué parce que c'est un sujet éminemment technique. Et il faut choisir des indicateurs qui soient compréhensibles par tous et les présenter lisiblement parce que finalement, quand on fait un travail quantitatif, si celui qui le lit ne le comprend pas, le travail qu'on a fait ne sert pas à grand-chose. Donc parfois, il faut parfois renoncer à, comment dire, à la finesse de certains indicateurs. On parlait du rapport interdécile tout à l'heure, qui est un indicateur un peu complexe. Si on doit le présenter aux habitants, effectivement, ce n'est pas forcément pertinent. Des fois, il vaut mieux prendre des indicateurs qui se comprennent juste en voyant le titre si, il y a parfois des compromis à faire là-dessus. Prendre en compte aussi la spécificité des territoires de comparaison, c'est un élément intéressant à avoir en tête. Et enfin, on disait que le volet quantitatif était effectivement un point essentiel, mais du coup, il ne faut pas hésiter aussi à aller chercher de l'information ailleurs, parce que souvent, quand on mobilise des données, c'est qu'on fait un travail d'enquête, entre guillemets, sur un sujet donné. Et du coup, il y a de la source, il y a de l'information sur le volet quantitatif, mais il y a aussi des documents, il y a aussi d'autres études qui ont été faites avant. Il y a les PLU, c'est d'une richesse absolument incroyable quand on veut mobiliser des choses et d'analyse. Et finalement, des clés de lecture, on en aura aussi par ce biais-là, parce que les indicateurs peuvent être interprétés de différentes façons. Et le volet du coup qualitatif est vraiment important à prendre en compte. Voilà en termes de résumé sur les grandes idées qu'on voulait vous partager à partir de notre expérience. Et avant de terminer, si ça vous va, on s'arrête mais vraiment 2 minutes sur l'offre profil croisé qu'on propose. L'offre profil croisé, c'est quoi? C'est ITA, nous, on a une spécificité, c'est qu'on adore traiter les données à l'échelle des territoires et chaque semaine, on va regarder ce qui sort, on regarde ce qui se passe et on a centralisé tout ça dans un outil qu'on a appelé le profil croisé qui existe, du coup, je vous disais 2017, mais c'est pas vrai, c'est 2019 qu'on a construit cet outil. Un outil qui permet d'avoir accès à 200 indicateurs de façon lisible et pédagogique et qui sont issus de à peu près 150 bases de données différentes, bases de données de l'INSEE, mais aussi bases de données de plein d'autres producteurs de données, et qui est structuré en 15 thématiques, petite enfance, enfance-jeunesse, famille, besoins des seniors, logement, emploi, revenus, environnement. Sur la thématique environnement, d'ailleurs, de plus en plus d'indicateurs qui sortent, et ça, c'est super intéressant. Et du coup, un outil qui est aujourd'hui utilisé par un certain nombre de collectivités. Je crois qu'on a près de 300 utilisateurs au quotidien et on a jusqu'à 2000 collectivités qui en ont fait l'acquisition depuis sa création. Cet outil profil croisé, il sert à alimenter les diagnostics de territoire. On a vu que le travail quantitatif était parfois un peu long et laborieux et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est de le faire de façon capitalisée pour aller plus vite. Il permet d'aiguiller les décisions des élus et puis il permet de valoriser aussi son territoire parce qu'en mobilisant des données, on peut défendre certaines idées. Ça, on l'a largement vu jusqu'à présent. Et voilà pour l'offre générale, hein. J'en termine avec l'argumentaire commercial. Mais du coup, on voulait vous dire qu'on proposait, on a enrichi notre offre avec un accès en ligne, avec une plateforme. On a travaillé dessus pendant un peu plus d'un an et on a tous les indicateurs du document qui sont accessibles sur un format en ligne. Si vous voulez le tester, on pourra vous envoyer le lien. On propose un accès gratuit pendant une quinzaine, enfin 15 jours en l'occurrence. Et du coup, le format plateforme, il est intéressant parce qu'il nous permet d'avoir plus d'interactivité dans les indicateurs. Il nous permet d'avoir des liens entre les thématiques pour pouvoir, quand on est sur un indicateur jeunesse, aller vers la thématique emploi pour enrichir l'analyse, enrichir les choses. Et il permet aussi d'avoir une consultation à plusieurs membres au sein d'une collectivité de cet outil-là. Voilà, donc une plateforme dont on est très content, là, qu'on a lancé il y a quelques jours et qui permet donc un autre usage de la donnée en plus des formats classiques qu'on proposait au format PDF, PowerPoint et Excel. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques avant qu'on termine ce webinaire sur la donnée locale et les bonnes pratiques?
Eh ben, c'est parfait. On vous remercie en tout cas pour votre présence, votre participation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, même si vous souhaitez discuter en bilatéral de différents sujets ou de choses sur notre expérience autour d'indicateurs sur les données locales.